Bonjour. Je remercie d'abord le comité organisateur de m'avoir donné l'occasion de présenter ce travail intitulé Éclampsie, épidémiologie, diagnostic et pronostic, qui était le travail dans le cadre d'un mémoire fait pour le DU pathologie maternelle et grossesse. Donc on commence, le terme éclampsie est apparu dans un traité de gynécologie écrit par Varendaeus en 1694. L'éclampsie est définie par, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, donc l'éclampsie est définie par l'existence de convulsions généralisées et ou troubles de la conscience survenus au cours de la grossesse ou du postpartum dans un contexte de prééclampsie et nous pouvons être rapportés à un problème neurologique préexistant. Elle survient dans la majorité des cas en prépartum mais également en per ou postpartum. C'est l'une des complications neurologiques les plus graves de la prééclampsie. On rappelle que la prééclampsie est définie par l'association d'une HTA au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, contrôlée à au moins 4 heures d'intervalle, avec une protéinurie de nouveau supérieure à 300 mg par 24 heures. Sur le plan physiopathologique, plusieurs théories peuvent expliquer la maladie hypertensive gravidique, mais aucune n'a été prouvée de manière concluante. La plus retenue est celle dont le primum ovin, c'est un trouble précoce de la placentation responsable d'une inadaptation de la perfusion placentaire avec insuffisance du débit urétéro-placentaire pour les besoins de la grossesse. Donc, l'ischémie placentaire est responsable sur le versant fœtal d'une hypoxie fœtale chronique, d'où le retard de croissance intra-utérin et l'oligoamnios. Sur le plan maternel, l'ischémie placentaire entraîne la libération de substances responsables d'une altération des endothéliums. Ainsi, nous avons une microangiopathie thrombotique qui va toucher les reins, d'où la protéinurie, le foie, d'où le HELP syndrome, le cerveau, d'où l'œdème, l'éclampsie et le PRES syndrome. Des troubles de la coagulation sont souvent associés avec une thrombopénie, voire une CIVD. Enfin, l'HTA, due à l'augmentation des résistances vasculaires périphériques, constitue une réaction de maintien du débit utéroplacentaire. Et on voit donc ici que l'HTA est une réaction à la maladie et non pas sa cause. Le seul traitement étiologique est l'arrêt de la grossesse. Les arguments en faveur de l'origine placentaire de cette pathologie sont sa survenue exclusive pendant la grossesse, sa disparition après l'ablation du placenta, sa survenue possible en l'absence d'embryon, comme pour les prééclampsies compliquant une grossesse molaire, et l'absence de lien avec l'environnement utérin, avec la survenue possible en cas de grossesse abdominale. L'incidence est de 1 sur 2000 à 1 sur 3448 naissances dans les pays développés. Quant à la mortalité, elle est de 0 à 1,8% dans les pays développés et de 14 à 15,6% dans les pays en voie de développement. On estime que l'éclampsie est responsable de 50 000 décès par an. Donc, pour notre étude, il s'agit d'une étude rétrospective descriptive monocentrique réalisée au service de gynécologie obstétrique du CHOG sur une période de 24 mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le critère d'inclusion de notre étude était la survenue d'une crise convulsive généralisée ou des troubles de la conscience sans cause neurologique préexistante. Pour l'analyse statistique, nous avons utilisé le logiciel SPSS pour la saisie et l'exploitation. Pour la recherche bibliographique, nous avons eu recours aux bases de données informatiques de Sciences Directes, ClinicalKey et PubMed, ainsi qu'aux recommandations des sociétés savantes telles que le Collège national des gynécologues obstétriciens français, la Société française d'anesthésie et réanimation et l'American College of Obstetricians and Gynecologists. Pour la citation des références, nous avons utilisé le logiciel EndNote. Donc, durant la période de notre étude, le nombre d'accouchements était de 6 771. Nous avons enregistré 40 crises d'éclampsie, soit une prévalence de 5,9 pour 1000, 0,59%. Pour les caractéristiques de nos patientes, donc 2 patientes avaient des grossesses gémellaires. L'IMC moyen était de 26,35 kg par mètre carré, avec des extrêmes de 18 à 45. L'âge moyen de nos patientes était de 22,65 ans, avec des extrêmes allant de 15 à 40 ans. 57,5% sont des primigestes. Chez les 17 autres patientes, nous n'avons pas pu vérifier si la grossesse était issue d'un nouveau progéniteur ou non.
Pour les antécédents, 80% des patients étaient sans antécédents, 6 avaient un antécédent de prééclampsie et 2 avaient déjà eu un antécédent d'éclampsie. Concernant le suivi de grossesse, 47,5% des patientes ont commencé leur suivi au premier trimestre, mais quand même 22,5% ont commencé au-delà de 22 semaines. Et de même, 42,5% des parturiantes ont eu au moins 7 consultations. Chez 55% des patientes, la crise d'éclampsie est survenue sur une grossesse sans dysgravidie connue. Et s'il y en a une, c'est la prééclampsie dans 2/3 des cas. 60% des parturiantes étaient à terme, c'est-à-dire supérieures ou égales à 37 semaines d'aménorrhée, et 25% étaient à un terme entre 34 et 36 semaines et 6 jours. Un peu moins, entre 25 et 33 semaines et 6 jours, et une seule patiente était à 21 semaines et 4 jours. Durant la période de notre étude, 7 crises d'éclampsie sont survenues en postpartum, dans 5 en suite de couche, dans les 48 heures du postpartum, une en SSPI, après une césarienne pour ARCF, et une à son domicile à G5 du postpartum. Pour les 33 crises survenues avant l'accouchement, 17 sont survenues avant le travail, qui ont toutes eu des césariennes, et 16 sont survenues pendant le travail. Pour ces dernières, 10 ont accouché par voie basse instrumentale, soit un taux de césarienne de 69,7%. Durant la crise, 95% des patientes avaient des chiffres tensionnels élevés. Les 2 autres ont présenté des chiffres tensionnels élevés secondairement. Aucune patiente n'était sous sulfate de magnésium. La protéinurie était positive chez 77,5% des parturiantes et 7 patientes avaient un HELLP syndrome complet. Pour l'évolution, 57,5% des patientes ont eu un séjour en unité de soins continus en postpartum immédiat. Toutefois, on rappelle que le protocole de notre institution stipule que toutes les patientes ayant présenté une crise d'éclampsie doivent être surveillées dans un milieu de réanimation. Mais à cause des difficultés en ressources humaines, surtout pendant la crise Covid, 17 patientes n'ont pas été transférées en USC. Toutes les patientes ont eu un scanner cérébral post-crise pour éliminer une autre cause de convulsion. Il était normal chez 29 patientes à trouver un pré-syndrome ou encéphalopathie postérieure réversible chez 9 patientes et une hémorragie méningée chez 2 autres, mais sans indication opératoire. L'évolution à court terme a été favorable, c'est-à-dire sans complications dans la majorité des cas. Les complications rapportées étaient 2 HRP massifs, un arrêt cardio-respiratoire récupéré. Nous déplorons malheureusement un décès maternel. Il s'agit d'une patiente ramenée par sa famille du Suriname dans une pirogue suite à un état de mal épileptique avec un coma post-critique. À son arrivée aux urgences, elle avait un score de Glasgow à 4 avec un fœtus de 25 semaines sans activité cardiaque. Elle a eu une césarienne en urgence pour sauvetage maternel. Les chiffres tensionnels étaient normaux, mais la biologie a retrouvé un HELLP syndrome avec une protéinurie positive. Les autres complications étaient une pneumopathie hypoxémiante, un ulcère bulbaire hémorragique ayant nécessité une prise en charge endoscopique urgente et une reprise de la cicatrice. Concernant les nouveau-nés, nous avons enregistré 2 morts fétales in utero. Le score d'Apgar à 5 minutes moyen était de 8,1 avec des extrêmes allant de 3 à 10. Et le tableau suivant résume les données néonatales des grossesses évolutives. Pour la discussion, nous avons constaté que le profil épidémiologique d'une parturiante qui a eu une crise d'éclampsie, celui d'une primigeste de 22 ans sans antécédents médicaux pathologiques, chez qui la grossesse était sans dysgravidie. Le même profil est retrouvé dans plusieurs autres études. Par ailleurs, on note la faible proportion des femmes âgées de plus de 35 ans, uniquement 7,5%, et l'absence des ethnies caucasiennes et asiatiques parmi les patientes incluses dans notre étude. Nous remarquons dans nos résultats un nombre non négligeable d'éclampsies atypiques, à savoir la protéinurie négative dans 22,5% des cas, la survenue en dehors d'un contexte de prééclampsie sévère
et la survenue chez des patientes qui n'avaient pas de dysgravity jusqu'à la crise d'éclampsie. Ce caractère atypique de ces éclampsies a été rapporté par plusieurs autres études. En 2018, l'American College of Obstetricians and Gynecologists et the International Institute for the Study of Hypertension in Pregnancy, puis en 2022, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada ont émis de nouvelles recommandations en ce qui concerne la définition de la prééclampsie. En effet, la protéinurie n'est plus un critère obligatoire pour porter le diagnostic de prééclampsie. En France, le choix pour le moment est de ne pas élargir la définition de la prééclampsie, vu l'absence d'études prouvant les avantages de l'utilisation de cette nouvelle définition et vu que la prévalence de la prééclampsie en France est moindre que dans les études publiées. Néanmoins, la population que nous prenons en charge à Saint-Laurent-du-Maroni est plus proche génétiquement des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes que des Caucasiens. La prévalence des crises d'éclampsie que nous avons enregistrées, qui était de 5,9 pour 1000, est bien supérieure à celle des pays développés, aux pays de l'Afrique subsaharienne et même à celle de notre service dans une étude similaire faite entre 1996 et 2008, et ceci malgré l'évolution de l'offre de soins à Saint-Laurent-du-Maroni avec l'installation de gynécologues obstétriciens en libéral, plus de sages-femmes en libéral, disponibilité d'une HAD durant la période de notre étude, plus maintenant malheureusement, et le déménagement vers un nouvel hôpital avec une capacité d'accueil supérieure. Notre taux de césarienne chez les patientes ayant eu une crise d'éclampsie avant l'accouchement était de 69,7%. Ce taux varie dans la littérature entre de 64 à 79%. En effet, la crise d'éclampsie avant l'accouchement n'est pas en elle-même une indication de césarienne. Certains auteurs préconisent un déclenchement du travail après stabilisation du couple mère-fœtus. Aucune de nos patientes n'a été traitée de façon préventive par le sulfate de magnésium au moment de la crise, ce qui est en accord avec les données de la littérature sur l'efficacité de cette molécule dans les prééclampsies sévères. En conclusion, les troubles hypertensifs sont la deuxième cause de mortalité maternelle dans le monde. Une optimalisation du suivi prénatal, un meilleur dépistage des prééclampsies, surtout atypiques, et une prophylaxie raisonnable par le sulfate de magnésium restent les armes thérapeutiques à privilégier. La liste des références. Je vous remercie pour votre attention et je termine par cette plaque à la mémoire de ma chère épouse Zeynep, médecin anesthésiste réanimateur au choc, décédé le 24 avril 2024.